Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Xavier Thévenard est un athlète d'ultra-trail de renommée mondiale. Il brise le silence sur le climat et se bat contre le réchauffement climatique. Sa passion? La nature et l'écologie. Dès son enfance, il s'engage pour l'environnement et adopte des pratiques durables quotidiennement. Le changement climatique l'a poussé à agir, comme les incendies dans le Jura qui l'ont profondément marqué. Refusant l'avion pour limiter son empreinte carbone, il milite pour une prise de conscience globale. Pour Xavier, chaque geste compte. Il utilise sa notoriété pour sensibiliser sur l'urgence climatique, animant des ateliers sur le climat. Son message est clair, nous devons tous agir à notre échelle pour préserver notre environnement. De petits gestes font toute la différence et chacun peut aider à préserver notre planète. Xavier me raconte ses aventures, quelles actions il a mises en place pour préserver sa santé et son bien-être. Bonne écoute. Merci Xavier d'avoir accepté l'invitation dans Nutstalk. Comment tu te sens aujourd'hui? Salut Mehdi. Ça va, pas trop mal en ce moment. Heu et d'ailleurs, comme c'est la nouvelle année, je te souhaite une bonne année, plein de Ah oui, belles choses. effectivement, on enregistre Des début bonnes janvier. Meilleurs vœux à toi aussi. Merde, ouais. OK. Et puis, en ce moment, ça va pas trop mal, voilà, on profite d'être un peu à l'extérieur et puis de faire un peu de sport et Un d'autres peu projets aussi. de, un petit peu de ski en ce moment? Un petit peu, ouais, il y a eu un peu de neige, elle est partie, elle est revenue et puis on arrive encore à skier dans le massif du Jura et ça fait plaisir d'avoir un peu des sensations de glisse sous le pied, voilà, donc on profite dès qu'il y a possibilité de skier. Moi, je profite en tout cas d'essayer d'y aller le plus souvent possible, ouais. Alors Xavier, tu es sportif de haut niveau. Pour les quelques personnes qui, ne te connaissent pas du tout, est-ce que tu peux, rapidement te présenter et partager ton parcours, sportif? Ouais, donc voilà, j'ai 35 ans aujourd'hui, voilà, ça fait une dizaine d'années, maintenant un peu plus que je fais, de l'ultra trail. J'ai remporté à 3 reprises, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2013, 2015 et 2018 et puis bon, d'autres courses autour de Chamonix. Souvent Chamonix, ça me réussit assez bien et puis depuis, 3 ans maintenant, c'est un peu plus compliqué physiquement parce que j'ai eu un souci de santé, j'ai attrapé la maladie de Lyme. Donc là, je me fais suivre actuellement en Allemagne et puis, il y a des progrès et il faudra encore un peu de temps. Voilà, c'est un peu en stand-by actuellement le sport à haut niveau, mais c'est plutôt de l'entretien pour, pas trop perdre et puis s'oxygéner parce qu'avant tout, ce que j'aime, c'est faire du sport et voilà, donc je fais d'autres choses, actuellement, je suis aussi moniteur de ski de fond, donc j'enseigne un petit peu en école de ski actuellement et puis voilà. Donc Est-ce que le sport, c'est une passion depuis ton enfance ou, c'est quelque chose qui est venu, un petit peu plus tard? ouais, j'ai toujours pratiqué du sport depuis ma tendre enfance. En fait, là où je suis né, où j'ai vécu, mes 20 premières années de ma vie, c'est au Plan d'Automne. C'est une petite station de ski au sud du massif du Jura et c'est un cul-de-sac au Plan d'Automne. On y va, on n'y passe pas parce que c'est vraiment le bout de la route et en fait, on est entouré de nature. C'est un hameau, quoi, c'est même pas une commune, hein, c'est un hameau et il y a 3 maisons, il y a un grand terrain de jeu autour de la maison et puis avec les frangins et la frangine, on s'amusait avec ce qu'il y avait autour de la maison, donc bien en lien avec le milieu naturel, à se déplacer pour aller voir les copains, on y allait en ski ou à pied, donc forcément, ça fait une petite endurance aussi. On était bien aussi actifs, mon père était président du ski club, de ski de fond, le ski le club du Val et du coup, forcément, on a fait des compétitions
le plus jeune âge. Et bah, voilà, moi j'ai pas mal accroché, en fait avec l'activité physique, d'endurance, hein, le ski de fond, la course à pied, parce que les skieurs de fond, ils font tous de la course à pied l'été ou du vélo, parce que c'est un effort qui est très similaire à celui du ski de fond au niveau cardio. Donc on fait souvent de la course à pied en nature, quand on est skieur de fond. C'est pour ça qu'en fait j'ai toujours fait du trail depuis, ma tendre enfance et de fil en aiguille, ben, après on essaie ouais, de se trouver un peu des limites et puis d'aller chercher, heu, bah, voilà, des notions d'aventure avec le sport, et c'est comme ça que je suis venu en gros à l'ultra trail, quoi. Après j'ai été en section sport-études aussi à Pontarlier et j'étais dans les métiers du bois. Je me suis formé dans les métiers du bois en filière professionnelle et à côté de ça, bah, j'avais des horaires aménagés pour, m'entraîner. Donc c'était une section ski de fond biathlon et puis, bon, je faisais du biathlon, et puis après, ben, voilà, je continuais à m'entraîner j'ai mis mes premiers dossards en 2009 en trail et voilà, de fil en aiguille, ça j'ai pas mal progressé et et voilà, j'ai eu 2-3 résultats. Tu es parti tout de suite dans la performance, ou, à la base, est-ce que c'était juste pour le plaisir ou non, tu voulais vraiment devenir, le meilleur, vraiment atteindre, des sommets? Je veux dire que ça n'a jamais été une motivation profonde de faire de la performance à proprement dit, je suis plutôt dans l'introspection à essayer de me dépasser, personnellement, essayer de trouver mes limites, voir, combien de temps je peux tenir en courant, voir combien de temps, je peux tenir, à faire du ski de fond, du VTT et cetera et c'est plutôt, et en fait, c'est cette approche avec, le milieu naturel aussi qui m'attire beaucoup, c'est l'association de l'effort physique avec la contemplation des paysages. Bah, cette symbiose, elle est quand même assez forte et c'est ce qui fait que j'y retourne souvent et ça, c'est mon moteur profond, en fait. C'est d'essayer de créer des parcours, j'adore à l'entraînement, créer des parcours, un peu différents, même s'il y en a qui me sont chers et puis j'y vais souvent sur les mêmes parcours, mais je veux dire, j'aime bien être dans la création de parcours, voir combien de temps je peux mettre et c'est vraiment, je dirais, pour moi savoir, voilà, ça m'intrigue de voir jusqu'où je peux aller, ou me dépasser et sur d'autres expériences, pas seulement que le sport, mais dans d'autres domaines aussi et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu des résultats en sport. Mais ça a jamais été, de faire un résultat, un podium, une victoire, ça a jamais été moteur. Ce qui vraiment a été moteur, c'est le dépassement de soi et de trouver ses limites, se comprendre, l'introspection, quoi. Mmh. Est-ce que tu savais que tu étais déjà meilleur que les autres? Tu as commencé les compétitions, tôt et tu en as gagné ou non, c'est vraiment au fur et à mesure que tu t'es dit que tu avais vraiment quelque chose et que, ben, tu pouvais vraiment, devenir, bah, numéro un dans, ta discipline? Bah, j'ai jamais eu, une grosse confiance en moi. Ouais. Après, ben, voilà, il y a, j'ai toujours, je sais pas, accroché avec le sport d'endurance, parce qu'il y avait, ouais, des similitudes avec, mes traits de caractère. Je pense que je suis quelqu'un d'assez calme et puis, souvent, bah, la patience et longueur de temps, ça me correspond assez bien et c'est aussi un beau parallèle avec, les sports d'endurance. Et puis le côté aussi, le lieu d'habitation, je veux dire dans le massif du Jura, bah, voilà, on est souvent, on a souvent des conditions météorologiques qui peuvent être compliquées, le vent, la pluie, la neige, le froid, et du coup, quand on passe du temps dehors, bah, ça nous endurcit quelque part. On forge un certain caractère, une carapace, on est un peu rustique et tout ça, c'est des aptitudes assez intéressantes pour, pouvoir progresser en ultra trail et en fait, ben, vu que j'ai toujours baigné dehors depuis ma tendre enfance dans ces conditions-là par n'importe quel temps, je me suis dit: «Bah, peut-être que c'était quelque chose qui pouvait m'être favorable, dans ma progression en trail» parce que je suis déjà confronté, on va dire, à ces conditions. Mmh. C'est intéressant parce que, tu parles des conditions météorologiques. Quand quand tu es en trail et que, tu dois faire plus de 100 kilomètres à l'extérieur et que tu te prends la pluie, le vent, le froid, comment on tient? Comment on arrive à se dire c'est difficile, hein, mais comment on arrive à se dire: «Bah, je continue encore»?
Ouais, bah, en fait, je pense que pour, les gens qui sont moins habitués à ces phénomènes-là, ces conditions climatiques-là, ça leur fait peut-être sortir un peu plus de leur zone de confort et puis là, c'est plus difficile pour eux. Moi, généralement, je préfère quand il pleut que quand il fait 32 degrés, hein, et largement. Parce que, ben, voilà, le vent, le froid, ben, j'ai peut-être été plus habitué, je dis souvent, quand on prend le départ d'une course de ski de fond, généralement, bah, il peut faire -18 au départ de la course de ski de fond et quand on prend un départ de trail où il fait 0 degré, où il pleut un peu, ben, on relativise tout de suite parce que, ben, voilà, quand on passe de -18 à 0, c'est quand même, 18 degrés de différence, bah, c'est pas le même confort, quoi, c'est pas la même, sensation, perception donc ben, je me pose pas forcément la question, en fait. Quand je suis sur une course, bah, voilà, forcément les conditions peuvent induire sur le temps qu'on va mettre, sur le trail mais bah, voilà, voilà, il y a les conditions météo qui sont là. Qu'est-ce que je mets en place pour, continuer à avancer sans trop me refroidir, c'est trouver les bons outils au bon moment et ça fait partie du jeu en fait de du trail, de la compétition, quoi. Mmh. C'est quoi ta définition à toi de la performance? Qu'est-ce que c'est? Ben, bon, c'est d'arriver à réussir dans n'importe quel domaine, mais avoir une grosse réussite peut-être, alors après elle peut être, moi la performance j'y vois pas que du positif, hein. Il y a aussi, aujourd'hui on est bien dedans, à essayer de trouver, de performer sans arrêt dans notre quotidien et ça amène beaucoup de burn-out, hein, dans notre société donc il faut avoir le bon équilibre de la performance. Qu'est-ce que c'est? Puis on souvent dans cette société aussi à toujours vouloir performer, ben, on voit ce qui se passe aussi, c'est que, performer dans une entreprise, ça amène à toujours vouloir plus consommer derrière et puis on voit les conséquences que ça peut avoir sur notre planète, je sais pas si la performance, est positive ou négative, mais en tout cas il faut arriver à trouver le bon équilibre pour, en en faire quelquefois parce que ça peut amener aussi des émotions, hein. Le sport, la créativité de je sais pas, d'un artiste, sur, de la musique, un peintre ou qui fait une performance artistique ou quelque chose comme ça, c'est aussi ça amène beaucoup d'émotions et puis, l'émotion, ben, le joie, le bonheur dans une société, c'est quand même assez intéressant donc et ça, c'est toute la performance donc tout dépend de comment on conçoit la performance, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose où on arrive à réussir, avoir une grosse réussite dans n'importe quel domaine, je pense, ouais. Toi, le sport, ça fait du coup des années maintenant que tu pratiques. Heu, Qu'est-ce qui il t'apporte, concrètement? C'est quoi ta vision du sport, à toi? Bah, c'est un équilibre, je veux dire, en fait, c'est un peu même le fil conducteur, si le sport est présent, je sais que la journée va bien se passer. C'est un peu comme une drogue, hein, mais la journée va bien se passer. Ça permet de se décharger aussi un peu mentalement et puis, ouais, s'il y a un peu le sport qui est présent, derrière, je sais qu'après, dans toutes les choses de la vie courante, ben, je peux le faire, paisiblement, on va dire, parce que j'ai ce fil conducteur là qui est le sport donc, c'est l'équilibre quoi, pour moi, en tout cas. Et puis Tu as c'est dit la que santé, ouais, c'est la santé physique et mentale, quoi. Je veux dire, je sens que, bah, ça me fait du bien et puis je suis plutôt bien physiquement, un peu moins en ce moment, mais j'essaye, et puis la santé mentale aussi qui est importante, donc et ça, je le dois beaucoup au sport, ouais. Mmh. le sport, c'est quelque chose que tu te mets, je vais pas dire obligatoirement, tous les jours ou, c'est quelque chose où tu y vas quand tu en as envie? Bon là, en ce moment, les données sont un peu faussées parce que comme je suis encore, infecté par la maladie de Lyme, il faut que je diminue ma quantité de sport. Donc là, j'y vais plus, dans une, d'optique de guérison, à me dire, à pas trop y aller et puis à pas être trop, voilà, passionné par ce sport et d'être un peu plus sage et posé pour, trouver la voie de la guérison, et pas trop solliciter le corps. Mais en temps normal, j'y vais,
J'y vais quasiment, tous les jours, voire 2 fois par jour et et j'y vais pas par obligation, j'y vais jamais par obligation ni par contrainte, en fait, même, c'est tellement moteur pour moi que des fois, il faut plutôt que je me freine et des fois, bah, je me suis fait souvent avoir à être un peu au pied du mur, à être, fatigué et puis ça me porte, préjudice. Donc je des fois, j'ai un peu du mal à anticiper, à me calmer un peu plus tôt pour à garder un peu de la fraîcheur et bien mais bon, on apprend de ses expériences, donc on est toujours dans l'apprentissage et puis, je veux dire par là aussi que, bah, il y a des moments où, voilà, je suis arrivé à comment, c'était, heu, ouais bref, j'ai oublié un peu ce que je voulais dire. Bah, tu as parlé de la maladie de Lyme. Est-ce que tu peux nous dire les impacts que ça a sur, ta performance, ton sport ou même, ta vie au quotidien? Ouais, donc ça fait 4 ans maintenant là, où j'ai chopé ça. Alors, déjà sur l'année 2020, bon, c'était l'année du covid, mais j'étais pas bien en forme et puis, j'étais déjà bien, bien infecté, et puis, ça a fait que de s'empirer après le GR20. Mais déjà pendant le GR20, je pense que j'étais déjà bien bien malade, mais c'est même sûr maintenant avec du recul et puis, en analysant un peu mes notes d'entraînement. Hem Mais en fait, ouais, après, ben, j'ai continué à vouloir, m'entraîner parce que je pensais que ça allait vite, fini, donc j'ai mis le corps à contribution et c'est peut-être l'erreur là où j'ai fait finalement, c'est pas même si j'avais eu des traitements en parallèle, c'est un peu empiré parce que, ben, c'était pas la bonne chose à faire, à continuer à vouloir maintenir un petit niveau d'entraînement et puis en fait, mais j'ai 2 symptômes qui sont assez, récurrents et puis, dont un qui est vraiment, vraiment très perturbant. C'est que en fait, j'ai un peu un souci neurologique dans le sens où, je peux partir, faire une séance de sport et d'un coup, tout doucement, ça se dégrade. Je perds la force dans mes jambes et là, j'ai 0 watt quoi, j'ai plus de force dans les watts dans les jambes, c'est vraiment perturbant et il y a des jours où ça peut aller à peu près, mais des fois, je peux même pas courir 20 minutes, quoi, hein, je suis contraint à la marche et là, c'est vraiment des cas lourds, quoi, où je veux dire, il y a des personnes qui perdent l'usage de leurs jambes, parce qu'en fait, ça s'accroche dans les tissus nerveux, ça se cache en profondeur, ils aiment bien les terminaisons nerveuses, les bactéries de Lyme et du coup, ben, dans mon cas, alors moi, c'est moins important que pour certaines personnes, parce que certaines personnes perdent l'usage de leurs jambes. Moi, je perds la force dans mes jambes, parce que ça doit s'attacher aussi un peu sur les tissus nerveux et après, bah, ça, on peut résoudre le problème avec, des longues cures, d'antibiotiques et en Allemagne, ils ont bien compris la solution, le problème et puis ils ont des solutions à mettre en place donc bah, je suis en Allemagne mais il y a plein de gens qui vont là-bas et qui ressortent, après, guéris, complètement, après des années, des mois et des années pour certains d'antibiotiques, quoi. Et alors après, il faut avoir un bon suivi, ce qu'ils font en Allemagne, avec beaucoup de supplémentation pour soutenir le corps, parce que les antibiotiques, c'est quand même pas anodin non plus et c'est des doubles antibiotiques ou triples antibiotiques pour certains, en fonction des cas et c'est un peu comme des tuberculoses, quoi, ça se soigne sur le long terme, mais il faut être acharné de patience et tôt ou tard ça paye, mais je vois plein de cas, moi, depuis, que je suis malade, de personnes, miraculées, quoi, hein, qui étaient en fauteuil roulant et qui arrivent à remarcher ou qui perdent l'usage de leurs jambes et de leurs bras aussi et qui arrivent à retrouver la mobilité de leurs bras, donc c'est complètement fou comme maladie et puis en France, on est quand même pas bien éclairé par rapport à ce sujet-là, donc voilà, j'ai eu beaucoup d'espoir avec l'Allemagne, je sais qu'il y a encore un peu de temps et de patience, mais voilà, je progresse tout doucement et puis je regarde l'évolution au fil des jours, quoi. Super. Est-ce que, quand tu étais un peu, à ton plus haut niveau, est-ce qu'il y a des habitudes quotidiennes, qui t'ont permis d'atteindre, ces grandes performances?
Hem, des habitudes quotidiennes, ouais, alors après j'essaye d'être assez vigilant sur tout ce qui est récupération et nutrition. Parce que bon voilà, je sais que si je récupère un peu mieux, derrière je vais pouvoir enchaîner un peu plus et puis faire plaisir davantage. Ça, c'est vraiment ce qui me botte et puis, au niveau de la nutrition, ben, voilà, d'avoir, bah, encore une fois dans une idée d'avoir de la vitalité, de pouvoir récupérer facilement. C'est comme ça que je vois la nutrition, d'avoir une santé optimisée pour être top. Donc c'est ces habitudes-là en fait de voir, ouais, quelques règles, mais encore une fois, c'est pas de l'obligation, c'est ni de la contrainte, c'est vraiment parce que mon moteur, c'est d'avoir la santé pour pouvoir m'éclater dans le sport, et puis en montagne, quoi. Donc, je sais que ça, c'est des choses qui sont importantes. Bien récupérer, faire des étirements, heu, ouais, des massages, un coup la sieste, toutes ces petites choses-là, finalement, c'est un peu des gains marginaux, mais finalement, ça après, bah, on se sent mieux et puis, c'est un peu routinier, mais c'est ce que j'ai mis un peu en place, depuis des années, ouais, pour être bien, quoi. Et encore plus maintenant parce que comme je suis malade, ben, j'essaye d'être encore un peu rigoureux sur, pas mal de choses, pour me sortir le plus vite d'affaire, quoi. Est-ce que tu recherches continuellement, des choses, pour t'améliorer? Par exemple, dans la récupération, est-ce que tu testes, plusieurs choses ou non, tu as une routine assez spécifique et tu sais ce qui marche bien, pour toi? On va dire que je suis assez curieux de nature et puis j'aime bien aller, bah, chercher en tout cas des informations. Alors après, y avoir, pris conscience des informations et ensuite passer à l'acte et les mettre en place. Et bah, ça dépend, des fois j'y vais petit à petit. J'essaye des choses, ouais. Heu, j'essaye quand même pas mal, mais voilà, après je vais être, progressif dans mon essai. Je vais pas être, one shot, quoi. Je vais pas y aller d'un coup, parce que j'ai envie de sentir, parce que d'y aller trop d'un coup, d'être assez radical, bah, finalement, ça peut être assez, délétère donc j'y vais plus progressivement. Imaginez, vous êtes au bureau, entre deux réunions, cherchant désespérément quelque chose pour calmer votre faim sans ruiner votre alimentation. Vous tombez sur un snack et la faim est trop forte. Aussitôt après, la culpabilité s'installe. Trop sucré, trop gras, ingrédients ultra transformés, ce n'était clairement pas l'idéal. Et si je vous disais qu'il existe une solution qui respecte la santé, l'apport nutritionnel, l'impact sur la planète et l'éthique envers les producteurs? Avec Goosey, découvrez des collations conçues pour nourrir votre corps et soutenir votre bien-être sans compromis. Une collation qui non seulement vous rassasie et qui maintient votre niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Rendez-vous sur goosey.co, GOU2SY.co pour tester ces superbes collations. Mmh. S'il y a une seule chose que pour toi il faut faire absolument pour la récupération, ce serait quoi? À mon avis, le fondement de tout, c'est la nutrition, quoi. Trouver les aliments qui nous convient, pas hésiter à varier, diversifier, faire la part belle aux végétaux. Ça engendre tellement de choses sur le corps que, c'est un domaine dans lequel il faudrait pas négliger. L'alimentation bio, à mon avis, c'est encore mieux, heu et ouais, je pense que moi, c'est la première je vois en fait sur moi juste d'avoir modifié quelques éléments, dans mon assiette, ça m'a fait énormément progresser, bah, en vitalité, même des fois en humeur, en en changement en sommeil aussi, en qualité de sommeil. Donc tout ça mis à bout, ben, forcément ça se retranscrit aussi sur une meilleure qualité dans son activité physique et quoi. Ah, nous, dans notre talk, on adore, poser une question qui est, quelle est ta définition, pour toi du bien manger? Tu as dit que tu avais modifié, certaines choses. Qu'est-ce que tu as fait, exactement? Ouais, alors j'ai pareil, encore une fois, j'ai fait ça assez progressivement, mais hem, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant, ou bien 12 ans. J'ai arrêté le gluten et alors après c'est propre à moi, mais je veux dire, voilà, ça m'a fait un bien fou. Les laitages, les laits de vache aussi et ça aussi, alors dans le Jura,
dans le pays, du fromage, bah, c'est pas commun, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Et puis après, ben, j'ai plus de, on va dire, d'hydrates de carbone, avec des index glycémiques bas. Je mets ça, je fais plus la part belle aux graisses de bonne qualité. Je suis sur on va dire, un type d'alimentation, high fat, low carb. Donc, plus de graisse et peu de glucides, bah, ou des glucides, à index glycémique bas. Et puis voilà, après, j'essaie de vraiment diversifier, au niveau des légumes de saison, voilà, du local, du bio, etc. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai amené, mais pas d'un seul coup, vraiment progressive, sur ces dernières années. Et ben, je me dis que si j'avais pas mis tout ça en place quand je vois la situation dans laquelle je suis aujourd'hui avec, la maladie, ben, je pense que j'aurais été encore pire, quoi, et j'aurais été encore plus bas. Alors que là, peut-être que j'ai limité la casse parce que j'ai mis en place pas mal de choses ces dernières années par rapport à ça. Est-ce que, tu prends des compléments alimentaires ou est-ce que pour toi, il y a des compléments alimentaires qui sont indispensables? Bah, alors, ça dépend les périodes. Hem, Là, j'en prends pas mal pour, plus dans une idée de soutenir le corps, par rapport à l'infection. Heu Et puis par rapport aux antibiotiques que j'ai actuellement, mais sinon, dans une saison normale avec, beaucoup de sport et puis de trail, ouais, j'avais souvent une base avec, des oméga 3, du magnésium et puis du fer, et ça, c'était assez quotidien, voilà. Maintenant, ben, comme je fais un peu moins de sport, c'est un peu plus limité, quoi. J'aimerais qu'on passe un peu, sur la partie, environnement. Tu es très engagé, toi, face au changement climatique. Est-ce que, c'est quelque chose qui te touche depuis longtemps ou, tu en as pris conscience, que récemment? Ouais, 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 si, j'ai toujours été un peu militant. Je me revois au collège, à poser, heu, à poser des pancartes pour, préserver la planète, et cetera, ou au lycée encore plus. Et puis après, ben, on comprend un petit peu dans le monde dans lequel on vit, puis, on s'informe, on lit des bouquins, et puis, bah, ça s'amplifie, et après, ben, quand on a pris des consciences, il faut passer à l'acte, hein. Et donc j'essaie de me faire pas mal de choses dans mon quotidien pour, diminuer mon empreinte carbone. Mais oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça nous concerne tous, quoi. Et je veux dire, j'ai pas envie de voir plus tard, bah, alors que c'est déjà arrivé, mais je veux dire des grands incendies de forêt dans le Jura, plus avoir de faune, de biodiversité, d'avoir, plus d'eau, des grandes sécheresses, et ça, ben, ça peut nous tendre au nez, donc il faut l'anticiper, et ça me ferait mal, de me dire: «On n'a rien fait», et de laisser cette catastrophe arriver. Donc c'est pour ça que je suis assez, actif, en tout cas dans le fait d'essayer de changer les choses et de sensibiliser à ces problématiques qu'on risque de rencontrer. Et après, il y a la façon dont on va la rencontrer, quoi. Est-ce qu'on va la rencontrer avec un réchauffement planétaire à plus de degrés, à +3, à +4? Et ce ne sera pas du tout les mêmes choses et les mêmes conséquences. Donc c'est pour ça qu'il faut alerter tout le monde, quoi, sur ces sujets, parce que tout le monde aime manger des tomates, tout le monde aime boire de l'eau, tout le monde aime respirer de l'oxygène pur. Donc forcément, tout le monde aime voir un beau paysage, quoi. Je veux dire, ça dépasse les clivages droite-gauche, on doit être tous mobilisés pour cette cause parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et puis sans la biodiversité, sans sans l'environnement, on peut pas vivre, tout simplement. On peut pas faire notre sport, on peut pas avoir une vie sympa. Donc c'est pour ça il faut être actif sur ces sujets, ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place, pour réduire, toi, ton impact environnemental? Ouais, encore une fois, je l'ai fait de façon progressive, en comprenant les choses, mais après ça me concerne que moi. Mais j'ai j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion depuis plusieurs années maintenant parce que voilà, je sais que ça a un impact trop important sur l'environnement. Et puis voilà, moi ce qui me fait kiffer, c'est de courir dans la nature.
voir la nature évoluer au fil des saisons, je me disais, bon, bah voilà, l'empreinte d'un carbone d'un trajet à long courrier en avion, ben, c'est 2 à 4, 6 tonnes, et c'est des tonnes de CO2, et, et c'est bien trop impactant pour l'environnement, et je participais à la destruction d'un environnement qui me procure du bonheur. Donc, il fallait que je remette du sens dans ma pratique. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Mais encore une fois, j'ai plein de contradictions, quoi. Je suis pas du tout exemplaire. J'ai encore plein de choses à mettre en place. Mais encore une fois, mon idée, c'est de progresser pour diminuer mon empreinte carbone. Et puis, on peut tout simplement avoir une vie super sympa, heureuse, une vie simple, sans pour autant détruire son environnement. Donc, arrêter de prendre l'avion, diminuer sa consommation de viande, parce qu'on sait, hein, on a les ordres de grandeur que la consommation de viande de vache, c'est bien trop délétère pour l'environnement. Alors, il y a arrêter et diminuer, hein, mais on peut déjà diminuer, puis après tendre vers arrêter. Bref, et puis il y a ça. Là, je suis en train de réhabiliter une vieille ferme dans le Haut-Jura, essayer d'amener des matériaux naturels, euh, d'avoir très peu de déperdition d'énergie dans la maison. Euh, voilà, de réfléchir à tout, faire en sorte que ça dure dans le temps, et qu'il y ait des chouettes matériaux, le bois, la chaux, la paille, l'argile. Sinon, bah, le déplacement, hein, je me déplace l'été principalement en vélo. Et puis on a décidé de passer à l'électrique. Alors c'est pas forcément que le top en véhicule, hein, il y a aussi plein de contradictions avec les véhicules électriques, par rapport aux minerais et tout. Mais, mais voilà, c'est quand même à peine mieux que les énergies fossiles, les voitures thermiques. Un véhicule pour deux, ça aussi, ça fait bien diminuer son empreinte carbone. Avant, on avait 2 véhicules, un avec ma compagne, un pour ma compagne, un pour moi, et puis du coup, on s'est arrivé à s'organiser pour en avoir plus qu'un. C'est quand même vachement mieux. Tout ça, et puis finalement, ben, je suis encore à peine en dessous de 5 tonnes de CO2 par an, par personne. Si on regarde les préconisations des accords de Paris, qui ont été signés en 2015, il faudrait que nous, tous habitants, on soit à 2 tonnes de CO2 par an par personne pour ne pas dépasser un réchauffement planétaire à plus de degrés, et être neutre en carbone d'ici 2050. Ben, 5 tonnes, en faisant tous ces efforts-là, ben, voilà, je suis à 5 tonnes, je fais pas mal d'efforts, je suis encore loin du compte, quoi, c'est ce que je veux dire. Donc, il y a encore un peu à faire, même beaucoup. Mais voilà, il faut comprendre tout ça, ces ordres de grandeur, c'est très important quand on a ces notions, en fait. Et puis quand on voit l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, en fait, chaque gramme de CO2 compte, quoi. On est pour limiter ce réchauffement planétaire, donc tout le monde doit contribuer à sa façon du mieux possible, quoi. Mm. Est-ce que d'ailleurs, tes engagements sur l'environnement, ça te coupe pas certains sponsors ou certaines performances sur certains circuits? On va dire que depuis que j'ai ces engagements et puis que je les mets un peu plus en avant, parce que je suis aussi animateur de la fresque du climat, donc j'essaye d'aller voir des groupes de sportifs, aussi il y a des entreprises qui me demandent pour aller faire des fresques du climat, et on aborde tous ces points-là. Et en fait, je me perçois qu'il y a un vrai engouement pour comprendre ces problématiques-là. Et ça m'a plutôt été bénéfique, en fait, d'avoir ces engagements que délétères par rapport aux projets que je pourrais avoir avec les partenaires, avec les entreprises, etc. Et donc, du coup, c'est motivant parce qu'en fait, on dit qu'il y a une espèce de prise de conscience sur ces problématiques-là, et que ça va dans le bon sens. Là, dernièrement, j'ai fait une fresque du climat au niveau, avec des lycéens qui sont en sport-études. Donc, je suis aussi passé par là. Et
Donc c'était intéressant. C'est toujours intéressant de sensibiliser et en fait, ça quand je fais un petit retour en arrière de ce que j'ai fait comme action, depuis un petit moment maintenant, on va dire que ça m'a plutôt été bénéfique, plutôt que l'inverse. Mmh. Comment tu arrives à choisir tes partenaires? Est-ce que, tu décortiques un peu, ce qu'ils arrivent à dire du vrai, du faux ou c'est pas du tout toi peut-être, qui t'en occupe? Alors j'ai un très bon copain, qui m'aide au niveau de la relation avec les partenaires, qui est de bons conseils et puis, moi j'arrive pas à me vendre, je suis quelqu'un d'introverti donc il arrive plus à amener les choses et il m'aide, pour ça. Hem et du coup, c'était quoi déjà le sens, le début de la C'était question? comment est-ce que toi tu choisis tes partenaires? Est-ce que peut-être qu'il y a des critères spécifiques, ou des choses qui sont vraiment rédhibitoires? Ouais, ouais et puis donc du coup avec Thomas, on est quand même bien en phase, on a les mêmes convictions, les mêmes valeurs, on et alors, bah, voilà, il y a généralement, les marques auxquelles je suis associé, c'est des marques, qui sont, alors engagées, alors à différents niveaux, hein, mais On Running, mon partenaire principal, voilà, ils essaient d'innover pour faire des matériaux le plus durables possible, essayer de le faire au maximum, voilà, recyclable. Heu, je suis associé aussi avec, Baou, Organic Nutrition, qui sont basés à Annecy. C'est une marque, voilà, de barres, purées énergétiques, qui sont bio, fabriquées en France, donc après, bah, voilà, des fois j'ai des demandes pour être associé avec, d'autres marques, mais des fois ça m'est arrivé de refuser parce que, bah, en fait, je suis pas c'est pas du tout mes valeurs, c'est pas du tout mes convictions et ça me porte plus préjudice donc heu, j'ai refusé ces propositions-là, ouais. Mmh. Tu as dit que tu étais animateur de la fresque du climat. Est-ce que tu peux détailler, précisément en quoi ça consiste? Ouais, donc l'atelier de la fresque du climat, c'est un jeu un peu, on va dire collectif. C'est une vulgarisation du rapport du GIEC. En fait, on a des cartes, on les placer avec une espèce de sens, enfin, une chronologie, un sens logique, en en établissant les relations de cause à effet, quoi engendre quoi et derrière, ben, on voit, ce qui se passe au bout du compte. La première carte, c'est les activités humaines, puis à la fin, bah, ça va un peu à la catastrophe et puis il y a tout plein de cartes qui viennent s'interposer entre ces 2 là et ça c'est un outil qui vulgarise vraiment voilà, le rapport du GIEC, c'est 6 000 pages, c'est un peu long à lire et au moins avec cet atelier-là, bah, on comprend vite, qu'on va pas dans la bonne direction et qu'il faut revoir un peu notre façon de vivre. Donc tout le monde est impacté après une fresque du climat. Je veux dire, tout être humain qui est, sauf un nazi peut-être, a une sensibilité à ça parce que ça nous concerne tous, quoi. Mmh. Mmh. Nicolas Van den Hensken, que j'ai interviewé sur le podcast, lui, il fait, les fresques du sport et du climat, principalement dans les écoles. C'est ce que tu fais aussi toi dans les écoles ou tu fais dans d'autres, endroits? Alors moi, je fais pas la fresque du sport, je fais vraiment la fresque du climat, hein. C'est celle que tout le monde connaît le plus, et ouais, on peut la faire de différentes manières. Bah, voilà, dans n'importe quel contexte, je veux dire, que ce soit avec, des collèges, des sportifs, des entreprises qui travaillent, dans le BTP ou n'importe quoi, des banques, des assurances. On peut vraiment le décliner à n'importe qui et moi je trouve que c'est celle qui impacte le plus en tout cas, donc après les autres je les connais moins mais voilà, je fais principalement avec la fresque du climat, quoi. Mmh. Pour toi, être un sportif de haut niveau, est-ce que tu as un rôle du coup qui est plus important que d'autres personnes, par rapport à l'image, que tu pourrais renvoyer?
Hem, ouais, bah, j'ai bien conscience de ça. En fait, on a une certaine communauté et ben, il faut jouer avec eux parce que voilà, faut faire passer des messages et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ma communauté aussi, d'essayer de démocratiser un peu ces problématiques qu'on va rencontrer, avec la fresque du climat et voilà, même les scientifiques du GIEC, hein, Valérie Masson-Delmotte, elle dit, «Les sportifs, ils ont un rôle à jouer parce que, nous, bah, c'est comme ça, c'est bête, mais on sent ils sont bien ancrés dans la société, ils sont assez audibles, les sportifs, contrairement à des politiques ou des scientifiques. Leur discours, il passe pas, les scientifiques, mais nous, ça passe un peu mieux parce que on est plus audible. Je sais pas pour quelle raison, peut-être à travers, les résultats et cetera, la personnalité des sportifs. Mais du coup, ben, c'est l'occasion en fait de dévoiler des messages et d'essayer de faire comprendre, les problématiques quoi. Donc moi, j'essaie de jouer avec ça, ouais. Toi, tu es souvent à l'extérieur, dans la nature. Est-ce que tu constates, ces changements sur l'environnement? Ouais, bien sûr, ouais, j'essaye d'être assez attentif, j'en vois, on voit qu'ils sont assez frappants, ouais. Est-ce que par rapport, surtout que vu que toi tu fais du ski, est-ce que par rapport aux années précédentes, je sais pas, il y a beaucoup moins de neige ou au contraire peut-être beaucoup plus? Parce que du coup ou alors les variations de changement, sont beaucoup plus importants? Est-ce que tu remarques ce genre de choses? Au niveau de l'enneigement, c'est sûr que nos hivers, ils sont très aléatoires. En fait, ce qui est assez, on peut remarquer, quand j'étais gamin, dans le Jura et maintenant, en fait, les températures, elles peuvent être très hautes, genre quelques jours et puis après revenir, sur, des températures qui sont plus de saison et en fait, c'est oscillement de température d'un jour à un autre ou de quelques jours. Ben, avant, j'ai pas l'impression que ça y était étant gamin et ça se répercute aussi un peu sur le manteau neigeux, quoi. Je veux dire, on voit les photos, d'il y a quelques années en arrière. Maintenant, on a beaucoup moins de neige. Alors, on peut avoir des précipitations, mais en fait, il y a de la précipitation de pluie, mais par contre plus de neige et en fait, les 2 quelques degrés, qui sont en plus, et bah, c'est la différence entre la pluie et la neige et on a plus de pluie que de neige. Du coup, la pluie fait fondre la neige et ça se répercute sur le manteau neigeux forcément et on a moins de neige, je pense, parce qu'on a moins de précipitations, mais pas les mêmes températures. Mmh. Et après, bah, il y a d'autres phénomènes, hein, là, on regarde, la sécheresse de 2022, aujourd'hui, il y a beaucoup d'épicéas qui ont souffert sur le massif du Jura. Le Böschstritz, qui a pris le dessus, a fait des ravages aussi. Des arbres qui étaient, bah, voilà, un peu défaillants à cause de la sécheresse. Fait qu'il y a plein d'épicéas qui ont séché sur pied, mais c'est une hécatombe. On se promène sur le massif du Jura, il y en a plein qui ont séché sur pied, quoi. Ça, les feux de forêt, qu'on n'avait pas dans le Jura, qui ont débuté, on en a eu un en 2022, mais c'était improbable, quoi. Jamais je me serais dit que je verrais des feux de forêt dans le Jura, voilà, elle est réputée pour être une forêt humide et fraîche. Et ben, si on a quand même eu ça, donc ces phénomènes-là, bah, c'est assez perturbant, quoi et puis, ça risque de s'accentuer malheureusement si on fait rien, quoi. J'ai une question peut-être que tu auras pas de réponse, mais peut-être que tu auras un avis. Est-ce que, certains sports de haut niveau, sont voués à disparaître parce qu'ils ont une trop forte consommation? J'ai interviewé, Baptiste Gros, je ne sais pas si tu connais, qui est un Oui, athlète, dans le ski et oui. lui, c'est pareil, il a décidé, pas forcément d'arrêter de prendre l'avion, bah, parce que maintenant il fait plus de compétition, mais effectivement quand il faisait les compétitions, il explique qu'un coup ils allaient en Suisse, un coup ils allaient dans le nord, enfin et c'était vraiment des allers-retours constants, ce qui fait qu'il y avait un impact environnemental qui était assez important et du coup, il raconte que peut-être que, bah, il y a des sports qui vont être, bah, qu'il va falloir arrêter parce qu'effectivement leur impact est trop important. C'est quoi ton avis, sur le sujet? Bah,
En fait, on a 2 problèmes, déjà le réchauffement climatique, ça va forcément se répercuter sur plein d'autres domaines et pas seulement que le sport. Donc, admettons, l'agriculture, si on a beaucoup de sécheresse, bah, les rendements agricoles, ils vont être moins importants et est-ce qu'on va pouvoir, un jour avoir suffisamment de nourriture, dans son frigo, dans sa cave, pour pouvoir, se nourrir correctement? Bah, ça, c'est pas si sûr. Et du coup, est-ce que le sport aura encore une place, dans notre société quand on rencontrera ces genres de problématiques? Je pense qu'il y aura des priorités, se loger, se nourrir, se soigner, ça sera les priorités et on mettra tout en œuvre pour, arriver à avoir un minimum de confort vital et des choses qui passent en second plan comme la pratique du sport, le sport, quand on regarde à la base, c'est un loisir avant tout, quoi. Et du coup, est-ce que ça aura encore sa place dans un monde qui se réchauffe à +2, +3 ou +4 degrés? Je suis pas certain. Je pense qu'il y aura d'autres choses à prioriser avant de vouloir pratiquer absolument le sport. Et puis une deuxième chose aussi, c'est voilà, on sait qu'aujourd'hui tout notre monde, tourne aux énergies fossiles, grâce aux énergies fossiles, au gaz, au charbon et au pétrole. Heu, on sait que, voilà, les stocks, ils sont pas infinis, hein, ils sont finis. Donc, là, on est sur une décroissance. C'est les scientifiques, c'est les experts, de l'énergie qui nous le disent sans arrêt. C'est que là, on sait qu'en 2050, donc c'est bientôt là, 2050, la production de pétrole, elle sera moitié moins qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est pour ceux qui sont producteurs de pétrole. Nous, en France, on n'est pas producteurs de pétrole. On importe le pétrole en France. Et en France, comme on n'est pas producteur de pétrole, ce sera peut-être 18-20 fois moins parce que ceux qui sont producteurs de pétrole, comme ça sera une denrée rare, ils vont peut-être le garder pour eux. Donc voilà, là, il faut revoir aussi, notre façon de pratiquer notre sport, mais aussi notre façon de voir notre mode de vie, quoi. Aujourd'hui, voilà, on achemine la nourriture dans les supermarchés grâce à des camions, on se déplace grâce aux énergies fossiles. Nos vêtements, c'est des énergies fossiles. Tout ce qu'il y a sur un bureau, c'est grâce aux énergies fossiles. Si on a moins ça, comment ça va se passer? Et historiquement, si on regarde, depuis l'arrivée des énergies fossiles, on a pu avoir des congés payés, on a pu se dégager du temps. On a le boulot des humains, et ben, il a été remplacé avec les machines. C'est les machines aujourd'hui qui font un peu tourner le monde, et puis ces machines-là, elles tournent grâce aux énergies fossiles. Donc, si on a pu avoir ce temps libre là, et ben après derrière on a fait quoi? On a pu pratiquer du sport, le démocratiser au plus grand nombre, et puis avoir des grands événements, etc. Et si on a moins ça, quelle aura la répercussion sur notre sport? Je suis pas bien sûr qu'en 2050, on fera la même chose en termes de sport, de grands événements en tout cas, et parce qu'on pourra tout simplement pas. Voilà. Tu as parlé d'un réchauffement du coup +2, +3, +4 degrés. Est-ce que au moins peut-être, pour le +2 degrés, tu pourrais nous donner, quelques conséquences que ça aurait, véritablement? Parce que peut-être que pour certains auditeurs qui nous écoutent, on se rend pas compte de qu'est-ce que ça va engendrer +2 degrés. +2 degrés, si mes souvenirs sont bons, en écoutant Jean Covici, il dit que ce serait, il y aurait plus de corail. Voilà. Pas plus de tous les corails, coraux tous les coraux du monde, seraient mourants, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. La moitié de la forêt française, serait très en souffrance, donc où les hêtres n'existeraient plus. Mais bref, c'est quand même pas rien. Et ouais, c'est un cas d'urgence, donc il faut voir ça. Et puis il faut se dire, pour ceux qui sont amoureux de sport, de glisse, de neige, c'est que 1 degré supplémentaire, c'est équivalent à un mois d'enneigement en moins. Donc on fait vite, vite le constat, quoi. Après, il y aura plus beaucoup d'hiver, quoi. Ça sera très raccourci. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment des vagues de très forte chaleur, Mmh. également des intempéries
avec des précipitations extrêmes. En fait, ça va vraiment être des extrêmes à l'opposé, quoi. Des très fortes sécheresses également. Au niveau de l'agriculture, on va avoir des conséquences économiques et sociales fortes parce qu'on va perdre environ 7 à 10 des terres pâturables. Les océans également, bah, comme tu disais, la biodiversité, du coup, elle va souffrir, hein, parce qu'avec des fortes sécheresses et puis après des fortes inondations, enfin, voilà quoi. C'est avec, à partir de 2 degrés, c'est dans ce monde-là que on va devoir vivre, quoi. Mais c'est ouais, c'est vrai que les gens souvent ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça peut avoir, un demi-degré en plus, mais il y a une image moi, que j'évoque souvent lors de mes fresques du climat et qui est très parlante, c'est qu'il y a 20 000 ans, c'était la dernière glaciation et sur la planète. On avait une température moyenne sur Terre il y a 20 000 ans en arrière de 10 degrés. Voilà, toute l'année, bah, en moyenne sur Terre, il faisait 10 degrés sur une année. Maintenant, à l'heure actuelle, on est à 15 degrés et quand on regarde, ben, il y a plus de glaciers, hein. Quand je disais la dernière glaciation, les glaciers descendaient jusque dans la vallée du Rhône. Donc aux portes de Marseille, on avait des glaciers, tout Lyon était sous les glaciers et il y avait que 5 degrés de différence entre aujourd'hui et il y a 20 000 ans au niveau, de la planète, quoi. Et là, on nous annonce des scénarios à +2, +3, +4, +5 si on est vraiment pas sage. Bah, voilà et en si peu de temps, mais la nature, elle a même pas le temps d'évoluer, de changer, de s'adapter avec ces conditions, quoi. Donc, si on, on fait péter les compteurs et qu'on arrive à ces températures extrêmes-là, ben, ouais, ça va être certainement invivable. Ouais. Tu as parlé à un moment dans le podcast, de remettre du sens. Comment on fait du coup ou même comment toi, hein, ton point de vue, on fait pour remettre du sens, dans nos activités, dans notre vie de tous les jours, afin de consommer un peu moins. Alors on va pas dire de totalement se priver, mais d'être, un peu plus, on va dire, écolo. Ouais, il faut se priver, je sais pas trop, se priver, c'est ouais, être raisonné, puis, comment donner du sens? Bah, qu'est-ce qu'on veut au final? Est-ce qu'on va vraiment arriver à détruire, la planète et puis, ne plus pouvoir voir, les saisons évoluer, bah, avoir cette biodiversité qu'on a déjà bien atténuée, bah, bien affaiblie. Hem, du coup, ouais, qu'est-ce qu'on veut au final, quoi? C'est quoi le but recherché dans tout ça? Et comment remettre du sens? Je pense que ça on doit aussi être encadré, quoi, quelque part. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont là au bon fonctionnement de notre société. On essaie d'être en démocratie. Alors, on a déjà, bah, des obligations, des devoirs, des fois, ben, voilà, ça peut paraître, contraignant, mais c'est pour le bon fonctionnement d'une démocratie. On a aujourd'hui, ben, voilà, je donne souvent l'exemple, on n'a pas le droit d'aller gifler son voisin parce que c'est interdit par la loi, sinon on est puni par la loi et c'est normal et aujourd'hui, on pourrait, imposer des lois, avoir un quota carbone parce que si on n'a pas ce quota-là, on va faire péter la planète et nous avec et c'est pas ce qu'on recherche donc pourquoi on déciderait pas, d'avoir aussi un encadrement de ce côté-là avec, bah, voilà, des lois pour le bon fonctionnement, du monde, pour tout le monde, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et ben, j'ai pas le droit d'aller prendre l'avion, 5 fois dans l'année parce que sinon, ça détruit, la liberté des uns et des autres donc tout ça, il faut y réfléchir et puis, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser et derrière, peut-être qu'on arrivera à mettre des dirigeants au-dessus qui arriveront à mettre, bah, des règles pour tout simplement avoir une vie sympa, quoi. Mmh et puis Ouais, pour puis, pas endiguer le futur, bah, des personnes qui vont arriver derrière nous, quoi. Mmh. au niveau de la philosophie de vie, toi, je sais que tu es, ben, tu travailles, le matériau. Il me semble que tu fais également, la réutilisation de différents matériaux, plutôt que d'aller acheter, des trucs, tout neufs, bah, c'est vrai qu'effectivement on peut réutiliser les choses, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, alors des fois, ouais, j'essaye
de faire fonctionner, alors des fois de mettre un point de couture ou de recoller et cetera, parce que c'est quand même pas normal que ça dure, pas trop longtemps. Alors sur plein de choses, hein, mais c'est sûr que ça, c'est une des choses, essayer déjà de moins consommer, alors, moi je suis pas la bonne personne pour parler de ça parce que moi ouais, c'est des partenaires qui m'aident financièrement et puis eux, ben, si je peux, gagner ma croûte, un peu à l'heure actuelle, c'est grâce à ces partenaires qui vendent des produits donc je suis pas forcément la bonne personne pour parler de ça. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je suis plein de contradictions. J'essaye d'être, rééquilibrer un peu le tout et mais voilà, en tout cas, l'argent que je peux avoir avec mes partenaires, c'est de le mettre dans des projets qui sont un peu plus durables et qui aillent dans la bonne direction, voilà et oui, faut réfléchir à tout ça encore une fois. En parlant de projets, quels sont toi tes futurs projets, que ce soit, sportifs ou, de vie? Ouais, bah, il y en a pas mal. Déjà sportif, ce serait de retrouver, à court terme, vraiment la santé, pour pouvoir continuer à m'éclater en montagne. Ça, c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur et puis c'est là où on va dire que je m'investis le plus à l'heure actuelle, c'est mettre toutes les armes, là-dedans, d'essayer de retrouver la santé. Après, ben, voilà, il y a pas mal d'idées, aussi en tête, bah, qu'on a déjà essayé de mettre en place un peu, sur l'hiver. Là, on a monté des stages de ski de fond, je dis «on», bah, parce qu'il y a Thomas, mon ami qui m'aide pour la relation des partenaires, mon plus jeune des frères et puis mon père, et Damien Imbert aussi, un bon coureur à pied qui sont tous moniteurs de ski. On est tous moniteurs de ski de fond. Donc bon, là, c'est une grande première, hein, faire des stages de ski de fond dédiés à des trailers. Parce que pour moi, le ski de fond, c'est vraiment un super axe de progression pour les trailers. Et voilà, j'aurais eu envie de leur faire découvrir. Alors, il y en a qui sont certainement confirmés, bah, qui sont confirmés dans le ski de fond, mais l'idée, c'est de les faire progresser techniquement. Et puis il y en a qui sont complètement débutants et puis voilà, leur amener des billes pour avoir des sensations de glisse et puis pouvoir ensuite progresser, en trail, quoi. Donc bah, ça c'est des premiers essais qu'on met en place là cet hiver et puis peut-être que, on fera ça, sur le trail ensuite, sur l'été et puis continuer l'hiver donc voilà, il y a des choses, comme ça qui nous bottent bien et puis qu'on essaie de mettre en avant, actuellement et puis toujours essayer de continuer à sensibiliser en tout cas, avec, cet atelier de la fresque du climat qui est vraiment super et puis, voilà, pour le moment, c'est principalement ça, quoi. Mmh. Super, bah, je te souhaite, beaucoup de réussite et surtout la santé. J'ai Ouais, une merci. dernière question, c'est quoi toi ton petit, plaisir coupable alimentaire? Ta collation ou ton snack favori? Ça peut aussi, être un plat. Heu, snack favori, je dirais, une bonne poignée d'oléagineux, ça alors c'est pas c'est peut-être pas palpitant pour certains, mais moi j'adore et puis, ouais, un plat, qu'est-ce que j'aurais? J'aime à peu près tout, hein, je suis pas trop difficile, hein, je suis pas trop difficile. Heu, les oléagineux, c'est très bien. Super et ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, en tout cas et puis, Bah, merci à je te dis, peut-être, à très bientôt. ouais, merci, bonne continuation. À bientôt, Mehdi. Merci à Salut. toi aussi, salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.